Parlons politique fédérale, Chambre des communes. Bon, il y a un petit peu d'action dans les derniers jours, mais il n'y a pas juste ça, il y a d'autres dossiers aussi. Bref, on en discute avec la députée fédérale de Saint-Jean, Christine Normandin. Bonjour et bienvenue. Bonjour, c'est Latour. Bon, beaucoup d'actions, oui, il faut y revenir parce qu'à la Chambre des communes, ça a été quand même un certain choc, toute cette histoire. Bon, visite de Zelensky, c'était bien que le président fasse office de sa présence. Bon, il y a eu un impair monumental de la part du président de la Chambre avec cet invité ex-nazi dans les tribunes. C'est drôle, je faisais une référence parce que dimanche soir, je regardais Tout le monde en parle, où François-Philippe Champagne était l'invité. Puis il disait un peu la même chose que vous, c'est-à-dire qu'il y a des invités dans les tribunes, on applaudit par politesse, puis il y a un lien de confiance avec la présidence de la Chambre. Bref, comment avez-vous vécu cet événement-là? Bien, en fait, je suis allée réécouter l'extrait pour me rendre compte à quel point ça s'est fait rapidement. Tout cet événement-là, ça dure 1 minute et 15 et 30 environ, donc c'est extrêmement rapide. Puis oui, ça arrive souvent qu'on a des invités dans les tribunes, puis on l'apprend sur le coup qui est présent, un ministre de XYZ ministère dans tel pays, et par courtoisie, on se lève et on applaudit. Et ça nous a amené à la réflexion à savoir, est-ce qu'on ne devrait pas être avisé d'avance des présences dans les tribunes, parce que une personne peut être très appréciée par un paquet de parlementaires, mais pas nécessairement par d'autres pour différentes raisons politiques. Quand on se promène à travers le monde puis qu'on voit des plaques à la mémoire du général Wolfe, il est décrit comme un héros canadien. Peut-être que ça résonne moins auprès des Québécois, par exemple. Donc, il risque d'y avoir une réflexion à y avoir sur cet aspect-là, mais effectivement, ça nous a pas mal tous un peu pris par surprise sur le coup, et évidemment, personne ne se serait levé sachant le parcours du Mais même monsieur cette histoire-là peut aller plus loin que ça, parce que je parlais avec un parlementaire du côté de l'Assemblée nationale à Québec. Même principe, le président invite du monde, ils sont dans les tribunes, on applaudit, bon, par politesse. Ce même truc-là pourrait arriver ailleurs, là. Oui, bien, je pense que ça va amener à une réflexion pour pas mal tout le monde, question que ça ne se reproduise plus. Mais c'est sûr que c'était pas de mauvaise foi. Ça, c'est vraiment une erreur, puis ça montre à quel point la politique est cruelle aussi, parce que M. Rota, c'est un président qui était apprécié par tout le monde, et ça a été une semaine humainement difficile pour tous ceux qui ont eu à gérer la situation avec lui. Là, c'est un homme qui est détruit par ça pour quelques secondes malencontreuses dans son parcours qui est autrement impeccable. Mais c'est ça, la politique est très cruelle, mais en même temps, l'erreur est tellement magistrale, a tellement d'impact, pas juste localement, mais internationalement. En plus de ça, là, alors qu'il y a toujours un conflit qui perdure entre la Russie et l'Ukraine, où évidemment les Russes s'en sont donnés à cœur joie pour récupérer l'histoire, donc ça a des conséquences magistrales. Mais c'est ça, la politique, c'est cruel, des fois, hein, une gaffe, mais tellement importante qu'elle est malheureusement pas pardonnable. Non, mais obligé de démissionner pour ça. Mais à côté de ça, ce qui aurait dû être fait rapidement, par contre, c'est peut-être une action plus rapide du premier ministre, qui, lui, a tardé. Ça a pris jusqu'à 5 jours là, avant qu'il y ait des excuses officielles, entre autres au président Zelensky, qui a été offert en pâture aux Russes pour de la désinformation. C'est bien la dernière affaire dont il a besoin présentement. Donc, la gestion de crise a été problématique aussi, mais ça, on est un petit peu plus habitué, malheureusement, à avoir des gestions de crise où on est en réaction plutôt que rapidement en réponse du côté du gouvernement. Bon. C'est quoi le contexte à Ottawa en ce moment? Parce qu'on est toujours en situation de gouvernement minoritaire, quoiqu'on l'oublie parfois. Le Parti libéral, évidemment, est supporté par le NPD. Bon, peut-être pas à la vie et à la mort, là, mais bon, disons qu'en ce moment, je pense que l'un et l'autre n'ont pas intérêt à avoir des élections demain matin. Les conservateurs continuent de grimper un peu dans les sondages avec M. Poilievre. Mais on est toujours en situation de gouvernement minoritaire. Oui. Donc, c'est quoi, là, automne 2023, là? Comment ça se vit à Ottawa en ce moment? Bien, je dirais que la donne a peut-être un petit peu changé par rapport à ce qui se passait au début de l'été. Au début de l'été, on était tous un peu sur le pied d'alerte électorale. On se dit, bon, ça se pourrait peut-être au printemps, par exemple, autour du budget, qu'il y ait un déclenchement. Question que les libéraux puissent profiter de la carte électorale actuelle. Elle va changer au mois d'avril et elle n'est pas à leur avantage. Mais avec les derniers sondages qui placent les conservateurs à presque une quinzaine de points devant, bien là, ça vient peut-être de repousser un petit peu cette échéance électorale-là. Mais oui, on est toujours en situation minoritaire, mais on a l'impression que ni le gouvernement a intérêt à se lancer dans des élections présentement, et ni le NPD a intérêt à se saborder avec l'entente qu'ils ont, parce que ce serait un gouvernement fort probablement conservateur qui serait élu, et même minoritaire. Le NPD ne pourrait pas avoir d'alliance avec un gouvernement conservateur. Donc, ils n'ont pas intérêt à acheter le gouvernement sur l'autobus. Donc, on a l'impression qu'on vient peut-être de retarder un petit peu l'échéance électorale. Donc, il va falloir qu'on continue à s'endurer pendant peut-être un peu plus longtemps qu'on pensait. Et pendant tout ce temps-là aussi, on a l'impression que le premier ministre Trudeau s'accroche et qu'il veut se représenter à une prochaine élection.
prochaine élection qui pourrait avoir lieu dès maintenant ou au maximum, dans 2 ans? Au plus tard, à l'automne 2025, si on veut, parce qu'on ne peut pas aller plus loin que le mandat de 4 ans. Mais là, il y aura probablement des discussions à l'interne, oui, au caucus, mais peut-être aussi chez les grands donateurs libéraux qui ont intérêt à avoir un gouvernement libéral avec peut-être un autre chef. Ou encore, on commence à se dire que peut-être les libéraux ont intérêt à, une fois l'élection passée, rapidement changer de chef, mais s'assurer, non pas de prendre le pouvoir à la prochaine, ça arrivera peut-être pas, mais s'assurer d'avoir un gouvernement minoritaire qu'ils pourront renverser avec un nouveau chef après peut-être un an et demi. Question de pouvoir reprendre le pouvoir. C'est peut-être un des scénarios qui risque de se discuter de leur côté, de quelle façon ils peuvent à tout le moins s'assurer d'un gouvernement conservateur minoritaire. Et le Bloc dans tout ça? Le Bloc, nous, ce qu'on martèle, c'est que c'est la balance du pouvoir qui est intéressante dans tous les cas. On a empêché un gouvernement majoritaire en 2019, on a empêché un gouvernement majoritaire en 2021, et c'est l'avantage qu'on a. Et possiblement que des différentes discussions seraient plus faciles avec les conservateurs qu'avec l'espèce d'entente de maintien en place que les libéraux ont avec le NPD. Et ça peut être intéressant parce qu'on a toujours cette même politique-là de voter en faveur de ce qui est bon pour le Québec contre ce qui est mauvais pour le Québec, avec une certaine marge de manœuvre qu'on peut avoir sur certains dossiers, qu'on pourrait avoir, par exemple, avec un gouvernement minoritaire conservateur ou un autre gouvernement minoritaire libéral aussi, sait-on jamais, surtout si le NPD continue à descendre dans les sondages et qu'on peut être les seuls à avoir la balance du pouvoir. Bon, on le sait, il y a eu une commande de couper dans les ministères au fédéral, parce que autant où les libéraux sont allés vers l'endettement, il y a eu la pandémie aussi dans tout ça, mais en même temps, on comprend la dynamique et on comprend aussi la philosophie des conservateurs qui font des gains dans les sondages, donc les libéraux veulent se ramener un peu plus au centre côté financier. Par contre, parmi les effets de tout ça, des coupures potentielles, entre autres au ministère de la Défense, et on le sait comment le Canada est visé par l'OTAN, parce que quand on regarde la dépense au PIB, on est en deçà de ce qui est normalement demandé. Bon, vous connaissez bien le domaine de la défense, de par vos fonctions à Ottawa dans l'opposition. On est aussi dans un comté qui est très, très, très imprégné par la donne militaire. Bref, que doit-on penser de ce risque de coupure au ministère de la Défense nationale? Je pense qu'on est plus, on n'est plus juste dans le risque. C'est vraiment une demande formelle qui a été faite. Puis c'est particulier, c'est par l'ancienne ministre de la Défense, Annan, que la demande a été faite, alors qu'elle-même poussait pour une augmentation du budget en matière de défense. Mais là, il est rendu au Trésor. Il est rendu au Trésor, une obligation de serrer les cordons de la bourse. Ça envoie un très mauvais message, notamment à l'international, comme vous l'avez mentionné. Oui, sur le 2 des dépenses pour lesquelles on s'est engagé auprès de l'OTAN, mais aussi par rapport à cette espèce de réputation que le Canada avait d'être un précurseur en matière de mission de maintien de la paix. Par exemple, les casques bleus, c'est quelque chose qui était très canadien. Mais là, on n'est même pas capable d'avoir plus qu'une 60aine de militaires déployés présentement en mission de maintien de la paix. Et une promesse qui a été faite au niveau d'une force d'intervention rapide, qui aurait, par exemple, pu être utile en Haïti, on vient de reporter et de reporter et de reporter encore cette promesse-là dans un contexte où on manque d'effectifs, dans un contexte où on manque de matériel, dans un contexte où la pire menace à la sécurité nationale, c'est le fait que les troupes il y a une attrition. Présentement, on est à 15 000 effectifs de moins que ce qu'on est censé avoir. Ça envoie un mauvais signal autant à l'international que pour les enjeux domestiques, dans un contexte aussi où, avec les changements climatiques, on a de plus en plus de crises à gérer, comme des feux de forêt ou des ouragans. Donc, c'était le dernier endroit, malheureusement, où il fallait couper en défense. Mais comme le général Eyre l'a dit, on ne peut pas prétendre à une coupure de 1 milliard et dire que ça ne changera rien, malheureusement. Bon, en même temps, regardez aussi, refaisons un lien avec l'Ukraine, où le Canada, quand même, a donné plusieurs milliards de fournitures. Mais encore une fois, au prorata de notre population, il y a des pays, entre autres pays scandinaves, qui ont donné beaucoup plus à l'Ukraine que le Canada a pu le faire. Ça aussi, c'est une réalité. Là. Oui, et par rapport à ce qu'on a déjà donné, l'annonce qui a été faite de 650 millions sur 3 ans, c'est une réduction par rapport à l'aide déjà envoyée. Oui, le Canada a quand même contribué d'autres façons. Il faut souligner notamment la présence en Lettonie là, sur le flanc Est, où on veut augmenter au niveau de brigades. Là, présentement, c'est un bataillon, on veut augmenter au niveau de brigades, mais dans le contexte actuel, c'est à peu près impossible. Il y a eu de la formation aussi de militaires ukrainiens qui a été faite par le biais des forces armées, mais au-delà
au-delà de ça, on envoie quand même un mauvais signal là-dessus aussi sur le fait que, bien, sur 3 ans, 650 millions, c'est pas beaucoup comparé à ce qu'on a déjà fait. Et on est incapable aussi d'assurer une production locale, par exemple, de munitions, ce qui est vraiment très, très, très en demande présentement. Le Canada ne fournit pas de contrat long terme à des entreprises locales pour améliorer notre capacité à fournir en munitions. Bon, là, si on coupe 1 milliard au ministère de la Défense nationale, est-ce qu'on est capable de mesurer les impacts pour nos installations ici, là, à la garnison ou encore au Collège militaire? Bien, c'est encore difficile à dire parce que j'ai posé à plusieurs reprises la question au ministre Blair à savoir, bien, où est-ce que vous allez couper? Parce qu'il nous disait tout le temps où est-ce qu'elle n'est pas coupée, par exemple, dans les infrastructures, dans l'aide à l'international et tout. Mais finalement, vous coupez où? Et ce qu'on comprend entre les branches, c'est que ce serait, entre autres, sur les services professionnels contractés à l'extérieur. On peut penser au McKinsey de ce monde et compagnie, mais ce sera certainement pas suffisant pour atteindre le 1 milliard qui est demandé. Donc, on cherche encore, ça va être où ces coupures, ces coupures-là? Qu'est-ce qui va être fait? Et on n'a toujours pas la réponse. Bon, faisons référence au Collège militaire. Et de facto, évidemment, la Corporation du Fort-Saint-Jean, qui est toujours en attente d'un renouvellement de bail. Où en sommes-nous en date d'aujourd'hui là-dessus? Bien, en fait, ça, c'est justement, j'ai eu une discussion avec le ministre Blair mercredi dernier et je l'ai informé de la situation au Collège militaire, à savoir comment le mode de gestion se fait, qui est responsable et le fait que c'est une OBNL qui est le gardien des lieux, c'est quelque chose qui est absolument unique au niveau de la défense et il n'était pas au courant de cette situation-là et je lui ai expliqué les bienfaits, je lui ai expliqué aussi que Kingston était pas mal jaloux du système qu'on a et ça l'a intéressé, il veut qu'on s'en reparle. Donc, c'est quelque chose que je vais pouvoir continuer à pousser dans les semaines à venir parce que le modèle semblait être quelque chose qui faisait son affaire. Il voyait que du bien par rapport à ce qu'on a. Donc, il va falloir continuer à pousser. Je l'ai déjà fait avec le député de Kingston. Le comité de la Défense veut aussi venir à Saint-Jean pour pouvoir voir de visu comment ça fonctionne chez nous. Donc, on intéresse les principaux décideurs dans le dossier. Puis, on le sait que le système, il fonctionne bien. Donc, on a juste à le faire connaître, dans le fond. Et c'est pas un peu troublant que le ministre de la Défense nationale sache pas comment ça marche ici? À sa défense, il vient juste d'arriver. Il vient d'être nommé, mais en tout cas, dans le briefing, donc les gens qui l'ont briefé, là... Il y a peut-être ça qui a été échappé, et c'est mon rôle, justement, de m'assurer que ce soit connu, justement. Donc, sachant que maintenant, il sait que ça existe, il semble trouver ça intéressant, bien, à moi, maintenant, de pousser davantage pour m'assurer que le suivi se fasse et qu'il y ait vraiment une bonne compréhension des avantages à avoir un système comme avec la Corporation du Fort-Saint-Jean. Mais bon, j'aurais aimé ça qu'ils puissent me dire oui, je suis déjà au courant, mais... Qui sont à la Corpo. Puis, à un certain moment, on veut savoir aussi ce qui s'en vient dans le moyen-long terme. C'est tout à fait normal et humain. Puis, bon, des fois, on se bute aussi à des grosses machines ministérielles. Bref, en tout cas, bon. Donc, intéressant de savoir que la députée de Saint-Jean fait du lobby auprès du ministre de la Défense nationale pour le renouvellement du bail ici, là, qui arrive à échéance. Absolument, mais il semblait comprendre l'intérêt à avoir aussi du long terme et de la prévisibilité, parce que quand je vous disais, il y a des questions d'emploi qu'on veut maintenir et des questions de projets qu'on ne peut pas démarrer, ça, c'était une évidence pour lui. Là. Exactement. Puis j'ai dit, et ce serait un système qu'on sait qu'on peut bien vendre à la population. Qui pourrait s'exporter à Kingston, peut-être à la pièce, parce que ça impliquerait des négociations avec le secteur public. C'est peut-être pas... on peut pas faire une copie conforme. Exactement. Mais il semblait comprendre les avantages de la corporation et les avantages d'avoir un maintien à long terme de ce partenariat-là. Donc, on espère que ça puisse faire des petits dans le futur, dans un futur rapproché. Il nous reste quelques secondes. Autre priorité sur le radar pour le comté de Saint-Jean? On est principalement sur le dossier de la défense. Autrement, dans les dossiers qu'on va suivre qui ont une incidence dans la circonscription, mais qui sont des enjeux nationaux, c'est la question du logement. On n'y échappera pas cet automne. On a mon collègue Denis Trudel qui a fait une tournée puis qui a parlé spécifiquement de la situation de Saint-Jean à plusieurs reprises. On aura des recommandations qui viendront avec un rapport cet automne à la suite de sa tournée. Donc, il faudra voir de quelle façon ça peut s'inscrire de façon plus locale. Mais autrement, c'est ça. On est plus... je vais vraiment avoir un œil plus collé sur la portion de défense cet automne, mais la balance des dossiers, c'est des dossiers nationaux, mais qui ont des incidences locales sur lesquelles on fera des suivis plus serrés. Christine Normandin, députée fédérale de Saint-Jean, Chambre des communes, Ottawa. Merci beaucoup. Toujours un plaisir. Restez avec nous. On vous revient après ceci.